Bonjour. Au cours de cette séance, on doit traiter la production des ultrasons. La production des ultrasons, elle est faite par ce qu'on appelle un transducteur ultrasonore. Un transducteur ultrasonore est un dispositif capable de transformer de l'énergie électrique en énergie ultrasonore et réciproquement, ça veut dire de l'énergie ultrasonore en énergie électrique. Le mécanisme de fonctionnement d'un sonde ultrasonore est basé sur l'effet qu'on appelle la piézoélectricité. Donc le phénomène de la piézoélectricité, c'est un phénomène qui permet de transformer de l'énergie mécanique, ici dans notre cas c'est une énergie de pression, en énergie électrique et de l'énergie électrique en énergie mécanique. Comme vous voyez dans ce schéma-là, on a une pièce ou bien une lampe piézoélectrique. Il est formé par un matériau qui est naturel, qui est le quartz. Lorsqu'on applique une différence de potentiel sur les faces latérales de cette lampe, on a quoi? On a une contraction, donc transformation de cette énergie électrique en énergie mécanique. Et l'inverse, lorsqu'on applique une contraction ou bien une pression sur les faces latérales de cette lampe, on a une différence de potentiel autour de cette lampe, ça veut dire sur ses faces latérales. Dans la très grande majorité des cas, la production des ultrasons est fondée sur le phénomène piézoélectrique. Il s'agit donc d'une propriété naturelle de certains minéraux comme le quartz, comportant des agencements atomiques réguliers et susceptibles de produire une différence de potentiel sous l'effet d'une déformation mécanique, et inversement, de se déformer en réponse à une différence de potentiel. Cette propriété est très largement utilisée en électronique. Donc, elle permet en particulier, sur un même dispositif, de capter les sons pour les transformer en signaux électriques et de transformer les signaux électriques en vibrations sonores. Donc voilà, sur ce schéma-là, qu'est-ce qu'on voit? On doit expliquer ce phénomène de piézoélectricité à l'échelle atomique. Donc la piézoélectricité repose en effet sur la structure cristalline de certains minéraux, tels qu'au repos, le centre de gravité des charges ioniques, positifs et négatifs, coïncident. Ce n'est plus le cas lorsqu'une contrainte est imposée au matériau, ce qui fait apparaître une différence de potentiel. Ce phénomène est réversible. L'application d'une différence de potentiel provoque une déformation des matériaux. Donc voilà, à l'échelle cristalline, les ions positifs et négatifs, ils ont un barycentre qui est le même. Donc en l'absence de contrainte, les centres de gravité des champs à charge électrique positive et négative sont confondus, ce point noir. La déformation des matériaux sous l'effet d'une contrainte extérieure produit un déplacement du centre de gravité électrique en sens inverse de la polarisation. Donc on a appliqué une contrainte mécanique, donc on a quoi? On a les charges positives et les charges négatives n'ont pas le même centre de gravité. C'est pour cela qu'il y a apparition quoi? Apparition d'une différence de potentiel sur les faces latérales de notre matériau. Donc l'effet piézoélectrique direct en réception. Donc on applique une contrainte mécanique, vous aurez quoi? Vous aurez une charge électrique qui apparaît sur notre matériau. L'effet piézoélectrique inverse l'émission. Donc il y a un effet électrique piézoélectrique direct en réception et un effet piézoélectrique inverse dans le cas de l'émission. L'effet piézoélectrique est réversible. L'application d'une différence de potentiel entre les faces des matériaux produira sa déformation. Le signal électrique présente des variations de fréquence supérieures à 20 Hz. Les vibrations ainsi produites constituant des sons au-delà de 20 000 Hz, ça veut dire 20 kHz. Ce sont les ultrasons.
La gamme des ultrasons utilisés en ultrasonographie diagnostique varie de 1 MHz jusqu'à 15 MHz pour les applications les plus courantes. Donc, pour produire les ultrasons, on doit appliquer une différence de potentiel sur les faces latérales de notre pièce piézoélectrique. On aura quoi? On aura une déformation mécanique. Automatiquement, vous aurez quoi? Les ultrasons. Ce sont des ondes de pression, ce sont des ondes mécaniques. Voilà un autre schéma qui permet d'expliquer ça. On a une pièce qui est le quartz. Donc, on applique une différence de potentiel sur les faces latérales de notre matériau qui est le quartz. Donc, pour cette polarité, le positif ici et le négatif ici, donc on a une expansion, ça veut dire une dilatation de notre matériau. Lorsqu'on change le sens ou bien les polarités, ça veut dire le sens négatif vient sur cette face et le positif sur cette face, on a une contraction. Donc, prenons le cas lorsqu'on applique une différence de potentiel alternatif. Donc, on aura quoi? Expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Donc, automatiquement, vous aurez quoi? Vous aurez une émission des ultrasons ou bien des ondes sonores alternatives. Le rendement d'un cristal piézoélectrique en échographie dépend de deux éléments. De son coefficient de couplage électroacoustique, KT, efficacité de la traduction déformation, différence de potentiel, et de son impédance acoustique Z. Ça veut dire c'est la meilleure transmission des ultrasons dans les tissus si l'impédance de la sonde est proche de celle des tissus. Z, c'est l'impédance acoustique. K, c'est le coefficient de couplage électroacoustique. Donc notre matériau, ou bien notre pièce piézoélectrique, c'est comme un transformateur. Elle permet de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique et l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est pour cela qu'il faut introduire un coefficient qui permet de traduire l'efficacité de la traduction de la déformation en différence de potentiel électrique. Les matériaux piézoélectriques utilisés pour construire une sonde ultrasonographique font l'objet de recherche et de développement intensif. Ils peuvent être caractérisés par le coefficient de couplage KT et par leur impédance. Le coefficient de couplage il correspond au rendement de la transformation transduction entre signal électrique et signal mécanique et inversement. Ce coefficient s'exprime donc comme un pourcentage. L'impédance acoustique, il caractérise l'aptitude des matériaux à suivre et transmettre les vibrations mécaniques. La transmission des ultrasons vers les tissus biologiques est en effet meilleure lorsque l'impédance acoustique de la sonde est proche de celle des tissus. Donc, pour une sonde échographique qui permet de transformer les ultrasons en signal électrique ou bien signal électrique en ultrasons lorsqu'on veut les produire, il est caractérisé par deux coefficients, le coefficient de couplage et l'impédance acoustique. Voilà, dans le cas de l'émission ultrasonore, voilà un exemple d'un transducteur, une vue éclatée d'une sonde ultrasonore élémentaire, c'est un seul transducteur. Donc, cette sonde, elle est constituée par les éléments suivants. Voilà le transducteur piézoélectrique. C'est cette partie-là en vert. Puis, deux électrodes qui permettent d'appliquer une différence de potentiel sur les faces latérales du transducteur. Et on ajoute deux éléments. Celui
en bleu, c'est une lame d'adaptation d'impédance. Et en arrière, en vert, un matériau d'amortissement. À l'arrière du transducteur, un matériau absorbant est nécessaire pour amortir les oscillations secondaires et empêcher la propagation des ondes vers l'arrière. En avant, un matériau est nécessaire pour l'isolation électrique. C'est l'adaptation d'impédance acoustique, la transition, et éventuellement la focalisation qu'on doit traiter après. Donc, l'élément essentiel de produire les ultrasons, c'est cette partie centrale, ici. Par contre, ces deux accessoires, en vert, qui est le matériau d'amortissement, et en bleu, qui est la lame d'adaptation, ce sont des éléments qui permettent de se protéger de la transmission des ultrasons vers l'arrière et une meilleure propagation des ultrasons vers notre corps humain. Donc la plupart des sondes échographiques comportent un élément piézoélectrique au transducteur. Celui-ci est équipé sur chacune des faces de la lame piézoélectrique d'électrodes. En arrière de l'élément piézoélectrique se trouve un matériau d'amortissement dont la fonction est double. Premièrement, interdire la propagation des ondes ultrasonores vers l'arrière, c'est-à-dire vers la main de l'opérateur, donnant la sonde, mais aussi éviter les oscillations secondaires de la lampe piézoélectrique, la résonance. En avant de l'élément piézoélectrique se trouve une ou plusieurs lames de matériaux, de nature et d'épaisseur différentes. Ça veut dire ici, hein, en bleu. D'épaisseur très précisément définie avec une triple fonction. Tout d'abord, l'isolation électrique. Ensuite, l'adaptation d'impédance. En effet, l'impédance acoustique, force opposée et vibration mécanique de haute fréquence de l'élément piézoélectrique est très différente de celle des tissus biologiques. Donc, pour avoir une meilleure transmission des ondes ultrasonores vers le corps humain, il faut que l'impédance de la sonde, ou bien à la face avant de la sonde, doit être proche de l'impédance du corps humain, ça veut dire l'impédance de la peau, pour avoir une meilleure transmission. Si vous avez une différence d'impédance importante, donc vous aurez une réflexion des ondes ultrasonores vers l'arrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas y avoir une meilleure transmission. C'est pour cela qu'il faut ajouter cette lame d'adaptation d'impédance de telle manière que les ultrasons puissent passer directement de la sonde vers le corps humain sans avoir trop de réflexion vers l'arrière. Donc, il adapte. Donc, de sorte qu'il est nécessaire d'interposer un matériau d'impédance acoustique intermédiaire constituant une transition. Enfin, une lentille acoustique peut être placée sur cette face pour assurer une focalisation des faisceaux ultrasonores. On peut ajouter aussi un troisième ou bien quatrième élément en cette zone-là. Après la lame d'adaptation, on peut ajouter un élément qui permet de focaliser les ondes ultrasonores pour passer ou bien pour constituer un faisceau ultrasonore bien défini, sans que le faisceau diverge dans toutes les directions de l'espace. Donc, en résumé, une sonde ultrasonore est constituée par les éléments suivants. L'élément le plus important, ou bien qui permet de générer les ultrasons, il s'appelle le transducteur piézoélectrique, avec deux électrodes qui permettent de appliquer une différence de potentiel de telle manière de produire les ultrasons. L'élément, ou bien le deuxième élément, c'est un matériau amortissant qui permet d'absorber les ultrasons qui passent vers l'arrière. Un autre élément, c'est la lame d'adaptation. Il permet d'adapter l'impédance entre la sonde et le corps humain. Et on ajoute ici un autre élément
à la face avant, qui est un élément de focalisation des ultrasons. C'est une lentille acoustique. Qu'est-ce que l'adaptation d'impédance acoustique? L'adaptation d'impédance acoustique est une nécessité absolue, sans quoi toute l'énergie acoustique sera réfléchie, sans atteindre l'éticité biologique. Par exemple, lorsqu'on plongeons la tête dans l'eau, nous entendons plus les sons émis dans l'air. Lorsqu'on plonge notre tête dans l'eau, donc on trouve des difficultés d'entendre les tissus, d'entendre les sons émis par une autre personne, ça veut dire le milieu propagant les sons, ça se trouve en l'air. Pourquoi? Car la différence acoustique entre l'air et l'eau est telle que les sons sont entièrement réfléchis à la surface de l'eau. De fait, les cellules sensorielles auditives, dont la cochlée, ça veut dire, il faut voir l'anatomie de l'oreille, les cellules sensorielles auditives baignent dans un liquide lent de lymphe et une adaptation d'impédance acoustique est nécessaire pour que les vibrations sonores puissent les atteindre. Cette adaptation est réalisée par l'ensemble constitué par le tampon, fine membrane de faible impédance acoustique, puis la chaîne des osselets, réalisant un système de multiplicateurs et enfin la fenêtre ovale qui obtire la platine de l'étrier, formant un piston avec un rapport de surface tampon-platine des steps de l'ordre de 30 Cela. Tout ça pour vous expliquer la nécessité d'adaptation d'impédance. Et ce mécanisme, ça existe même pour les êtres humains dans notre oreille. Donc, on a deux milieux. Le milieu qui est de l'air extérieur dans lequel nous vivons, et le milieu à l'intérieur de l'oreille qui est l'onde de lymphe dans laquelle se trouvent des cellules sensorielles. Donc, pour que le son que nous entendons puisse arriver vers les cellules sensorielles, il faut avoir un système d'adaptation d'impédance. Donc, c'est la même chose pour la sonde d'échographie. La sonde d'échographie produit des ultrasons pour que ces ultrasons puissent atteindre le corps humain à travers la peau. Donc, il faut ajouter une lame d'adaptation d'impédance. Ça veut dire qu'il faut y avoir on ne peut pas y avoir une différence d'impédance très importante entre la sonde et la peau du patient. C'est pour cela qu'on ajoute cette lame. Donc, de ce schéma-là, comme vous voyez, voilà notre sonde. Elle s'alimente par un signal électrique. Donc, on produit des ultrasons. Donc, la production des ultrasons, donc on a ici une production des ultrasons de manière alternative. Par contre, ici, on a une alimentation dans notre sonde par un signal électrique. On doit avoir une impulsion ultrasonore. Donc, presque c'est la même chose. Ici, on doit vous expliquer un ensemble de matériaux qu'on utilise pour produire les ultrasons. Ce sont les matériaux plus. Jusqu'à maintenant, on a parlé seulement d'un matériau qui est le quartz, c'est un matériau qui est naturel. Mais pour utiliser ce quartz à l'échelle industrielle, on a des problèmes. Vu que ces caractéristiques, surtout le facteur de couplage et son impédance, ne donnent pas de bons résultats pour la production des ultrasons et leur transmission à travers le corps humain. Donc, le meilleur choix d'un matériau piézoélectrique, il faut y avoir quoi? Un bon facteur de couplage 4T qui est meilleur, c'est presque de 100%, et une impédance acoustique Z en Rayleigh,
ça veut dire qu'elle est très faible. Ça tourne vers le zéro. Ça, ce sont les caractéristiques idéales d'un matériau piézoélectrique pour avoir une meilleure production des ultrasons et une meilleure pénétration des ultrasons à travers le corps humain. Pratiquement, qu'est-ce qu'on a? Les matériaux qu'on utilise pour fabriquer ces sondes, surtout la pièce piézoélectrique, on utilise soit les matériaux qu'on appelle les céramiques, exemple le titanate de barium, ou bien le plomb et le zirconate de titanate, ou bien on utilise ce qu'on appelle les polymères, ou bien des cristaux, exemple le quartz qu'on a déjà parlé, ou bien tantalate de lithium, ou bien la famille des composites, exemple certains cristaux et matrices de polymères. Mais comparons l'ensemble de ces matériaux piézoélectriques avec le matériau idéal que nous souhaitons. On voit que le coefficient de couplage est inférieur à 100% par rapport à l'idéal. Exemple, pour les composites, il atteint 60%. Pour les cristaux, c'est autour de 20. Pour les polymères, entre 20 et 30. Pour les céramiques, ça veut dire c'est autour de 40. Par contre, le coefficient de Z, leur impédance, il est supérieur à 0. Donc, ça peut y aller jusqu'à 40. Ça veut dire problème de transmission des ultrasons à travers le corps humain. Donc, l'impédance acoustique Z, il caractérise ce qui s'oppose aux vibrations sonores ou ultrasonores. On a déjà parlé de ça dans les cours précédents. Z égale à ρ, ρ c'est la densité des milieux, C c'est la célérité de propagation de le milieu. L'impédance Z est égale au produit de la masse volumique à la vitesse de propagation des ultrasons dans le milieu. Les matériaux piézoélectriques de référence sont des minéraux comme le quartz, avec un coefficient de couplage faible et une impédance acoustique élevée. Les céramiques synthétiques qui sont ensuite développées, ils offrent un meilleur coefficient de couplage, mais une impédance acoustique encore très élevée, comme vous voyez ici. Passons les résines synthétiques, ça veut dire les polymères ou bien les plastiques, ont un coefficient de couplage médiocre, mais une impédance acoustique très basse. Voilà, comme vous voyez dans le schéma. Les matériaux composites, ils associent des résines et des céramiques. Ça veut dire c'est une association entre les deux. Composite, ça veut dire le composé de plusieurs matériaux. Il offre le meilleur compromis avec un très bon coefficient de couplage et une impédance acoustique intermédiaire. L'impédance acoustique se mesure en pascal seconde par mètre, ou bien ce qu'on appelle l'unité Rayleigh. Voilà des exemples chiffrés. Pour les céramiques, le coefficient de couplage entre 0,3 et 0,5. L'impédance acoustique entre 30 et 35 mégarayleigh. Exemple de ce matériau, les tantanates de barium, zirconate, titanate de plomb, PZT. Les films plastiques, ils ont un KT faible et un Z autour de 4-5 mégarayleigh. Les cristaux sont fragiles, sont très chers, comme le quartz. KT il est très faible, mais Z il est très élevé. Le composite entre 0,5 et 0,7. Exemple, céramique plus résine, mais un coefficient de couplage Z entre 12 et 30. De très nombreux matériaux ont été successivement employés pour la construction des sondes ultrasonores. Les éléments minéraux comme le quartz ont une impédance acoustique très élevée. Le coefficient de couplage médiocre. Il pose en outre d'importants problèmes d'usinage, et notamment le découpe.
Comme vous savez, le quartz, il est difficile pour le découper de telle manière de produire les pièces piézoélectriques concernant la production des ultrasons. Donc c'est un problème technique. De sorte qu'il est difficile de réaliser avec de tels matériaux les éléments piézoélectriques en très petite dimension. Ont donc été mises au point des céramiques synthétiques. C'est pour cela qu'on a passé des quartz qui est naturel vers ces caractéristiques physiques qui sont mauvaises, ainsi que le problème technique de découpage. On a inventé les céramiques synthétiques. Il offre un meilleur coefficient de couplage, puis des polymères, il offre une meilleure impédance acoustique. Et enfin, les composites. Les composites, c'est la solution finale. Il associe les céramiques et les polymères. Donc, il donne un compromis intéressant, particulièrement en ce qui concerne le coefficient de couplage. Leurs conditions de fabrication sont telles qu'il est désormais possible d'inclure dans une même sonde un très grand nombre d'éléments piézoélectriques, par exemple 292 sur une sonde linéaire, c'est de 3 cm de longueur, chacun comportant ses propres électrodes. Il est de plus possible de donner à ces éléments une géométrie adaptée, optimisant leur réponse et non plus à une seule fréquence, mais à plusieurs fréquences. Ça veut dire les sondes multifréquences. Donc, une sonde, normalement, en pratique, il ne contient pas seulement un seul matériau piézoélectrique, mais une série de pièces piézoélectriques. Et chaque pièce piézoélectrique, il est alimenté individuellement, de telle manière de produire une sonde dans sa globalité. Maintenant, on doit passer au mode de fonctionnement des transducteurs ultrasonores. Donc, il existe deux modes de fonctionnement. Premièrement, le mode continu. Dans ce cas, la différence de potentiel alternatif est appliquée en continu pendant l'émission. Mais cela implique alors un deuxième cristal fonctionnant en réception. Les deux éléments de la sonde sont montés, dans ce cas, dans le même boîtier. Lorsqu'on veut avoir une onde ultrasonore produite d'une manière continue, il faut y avoir à l'intérieur de votre sonde au minimum de pièces électriques. Une qui est réservée à l'émission et une autre pièce qui est réservée à la réception. Passons maintenant au fonctionnement de l'onde ultrasonore en mode pulsé. En mode pulsé, la tension alternative est appliquée au cristal en impulsion de courte durée. C'est une excitation courte. Par conséquent, le même cristal peut émettre et recevoir les échos. Donc, un seul cristal, il joue le rôle d'émission et de réception. Donc, par conséquent, le même cristal peut émettre et recevoir les échos pendant les intervalles séparant les impulsions. Lorsque l'impulsion s'arrête, avant d'émettre une deuxième impulsion, durant ce temps-là, on peut avoir la réception des ultrasons par la même pièce. Dans ce cas, plusieurs paramètres caractéristiques de l'émission sont définis. La durée de l'impulsion, de l'ordre de 1 seconde. La période de répétition de l'impulsion, il correspond à la durée d'un cycle complet. Durée de l'impulsion plus durée de l'intervalle, lorsqu'il n'y a pas d'impulsion. La période de répétition et la fréquence de répétition. Qui est quoi? C'est l'inverse de la période de répétition. En moyenne, de la fréquence de l'ordre de 1 kHz. Le facteur de cycle, c'est le rapport entre la durée de l'impulsion et la période de répétition. Voilà notre sonde. Ici, c'est la production des ondes ultrasonores en mode continu. Voilà. Donc, ça exige d'avoir à l'intérieur de la sonde
deux pièces piézoélectriques. Une pour l'émission et l'autre pour la réception. Pour le deuxième exemple, on a quoi? On a la production d'ultrasons sous forme d'impulsion. Voilà, une seule impulsion, puis la sonde arrête à l'émission. Puis, il émet une autre impulsion et ainsi de suite. Donc ici, sur le travail en mode continu, en bas, c'est en mode pulsé. En mode continu, on exige d'avoir deux pièces piézoélectriques différentes. Une pour la réception, l'autre pour l'émission. Par contre, ici, une seule pièce piézoélectrique. Il joue le rôle pour l'émission et pour la réception. Voilà, pour comprendre comment ça se fait les choses. En mode pulsé. Voilà notre sonde propre. Il est alimenté par un signal électrique ici. La pièce piézoélectrique à l'intérieur de notre boîtier. Donc, on a quoi? On a la production d'une impulsion ultrasonore. Voilà notre impulsion ultrasonore dans un diagramme temps-pression. Donc, vous avez quoi? Des oscillations de la pression de la pression en fonction du temps. Donc, il a un pic maximal et des pics minimums. Donc, cette impulsion-là, il a quoi? Il a une fréquence bien déterminée. C'est la fréquence de la sonde avec laquelle on va travailler. La durée de cette impulsion de l'ordre de quelques microsecondes. Ça veut dire entre 1 microseconde jusqu'à 1,66 microsecondes. C'est une brève impulsion. Donc, cette sonde marche avec l'émission des impulsions ultrasonores, mais avec une période bien définie. Donc, on émet une impulsion, puis on arrête. On émet, puis on arrête, et ainsi de suite. Et ce sont des impulsions qui sont très courtes dans le temps, de l'ordre de quelques millisecondes, microsecondes. La puissance acoustique, donc, est proportionnelle à la durée pendant laquelle la différence de potentiel alternatif est appliquée au transducteur. Lorsqu'on considère le mode d'émission pulsée, la puissance est proportionnelle à la durée de l'impulsion. Il est préférable de parler de puissance moyenne, correspondant